Dans le Japon ancien, on avait coutume de frapper le kodo, le tambour de guerre. C'était une façon de libérer les esprits pour qu'ils marquent les frontières du territoire. Plus le rythme du kodo résonnait au loin dans les campagnes, plus s'affirmait la puissance du seigneur. Le pays est alors déchiré par des guerres incessantes que se livrent les riches propriétaires terriens et pour lesquels ils rassemblent des hommes d'armes issus de la noblesse. On les appelle les samouraïs. Aujourd'hui, il existe au Japon des rassemblements annuels en leur hommage. Venus de tout le pays, les descendants de ces guerriers, mais aussi des anonymes, se retrouvent comme ici à Soma. Tous ont en commun une même passion, faire vivre l'esprit des samouraïs. Pour cela, ils se réunissent dans le respect du Bushido, en japonais, la voie du guerrier. C'est le code d'éthique observé par ces hommes d'armes dans le Japon féodal. À l'instar des codes de chevalerie de l'Europe médiévale, le Bushido était fondé sur des vertus, la sagesse, la bienveillance, le courage, la loyauté et surtout la fidélité absolue au souverain à qui le samouraï vouait sa vie. Ce code était destiné à régler selon l'honneur le comportement du guerrier sur le champ de bataille, de façon à ce qu'il préserve sa maîtrise intérieure. Un samouraï ne pouvait conserver sa dignité qu'en respectant ses règles. Les Japonais demeurent aujourd'hui encore très attachés à la culture développée par les samouraïs jusqu'au XIXe siècle. C'est ce que constate l'historien Kohei Irie, professeur à l'université de Tsukuba. On peut vraiment dire que dans le cœur des Japonais d'aujourd'hui persiste encore l'esprit Bushido. Cet esprit Bushido se traduit par un culte de la vertu, de la vérité et de l'honneur. Dans le Japon moderne, tout le monde garde encore beaucoup d'admiration pour ce code d'honneur des samouraïs. Les guerriers étaient avant tout des militaires qui n'avaient que la culture des armes. Pour maintenir leur pouvoir, ils comprirent que les armes seules ne suffiraient pas. Il leur fallait marier la guerre avec la culture au sens large. C'est pourquoi les guerriers ont décidé d'introduire des notions comme l'intelligence et la spiritualité dans leur art du combat. Ainsi, parallèlement à l'art de la guerre, ils se sont intéressés à acquérir une culture générale, faite de littérature,
d'art et de religion. Du XIIe au XIXe siècle, le Japon est divisé entre plusieurs seigneurs féodaux, les daimyo, aux ordres desquels servent les samouraïs. En 1192, un de ces seigneurs prend le pouvoir et devient un chef militaire omnipotent, le shogun. Il parvient à réunifier le Japon et installe le siège de son gouvernement suprême à Kamakura. La tradition shogunale date de cette époque et son gouvernement militaire appelé Bafuku perdure jusqu'à la démission du 15e et dernier shogun en 1867. L'aura des samouraïs s'étendra donc sur 700 ans. La dernière grande bataille fut celle de Sarashino, où pour la première fois furent utilisés des fusils. Elle a été souvent reconstituée pour le cinéma. Cette bataille marqua le début d'un changement irréversible. Après plusieurs siècles d'isolement, le Japon est obligé de s'ouvrir au monde extérieur. À la faveur de l'ère pacifiée de Edo, cette évolution inéluctable précipite le déclin de la société guerrière. Au XXe siècle, le cinéma n'a eu de cesse de recréer les combats épiques des samouraïs. Le Jidaigeki, genre cinématographique qui rassemble les films historiques sur ce thème, est devenu avant même la Seconde Guerre mondiale essentiel dans le cinéma japonais. C'est un des noyaux de la production commerciale. Le grand public, friand de ces films populaires, les appelle chanbara, les films sabres, et leur réserve toujours un accueil enthousiaste. Les acteurs retrouvent les mêmes gestes qu'effectuaient les samouraïs avant d'aller au combat, comme le maquillage ou la coiffure du chignon, le chonmage, symbole de l'honneur du guerrier. Ces préparatifs leur permettaient d'apparaître à leur ennemi sous leur meilleur jour. Les longs métrages où les acteurs s'illustrent dans de magnifiques scènes de combat sont innombrables. Tous les metteurs en scène nippons inconnus ou célèbres ont fourbi leurs armes dans le Jidaigeki. En fait, ce genre est un peu au cinéma japonais ce que le western est au cinéma hollywoodien. C'est au travers de l'un de ses films, Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, que l'Occident a découvert le cinéma japonais. Dans chacun de ces films, l'art du combat du samouraï est magnifié. Son sens de la stratégie, sa maîtrise sur lui-même et sur l'esprit de son adversaire sont exaltés. Ce sont les images d'un film intitulé Harakiri, qui montre bien la cruauté des guerriers. Ce chef-d'œuvre a été réalisé par Masaki Kobayashi. Cette séquence illustre parfaitement ce qu'était un duel entre deux samouraïs. Le samouraï qui porte le kimono noir a déjà l'expérience du combat, alors que le samouraï en kimono blanc ne l'a pas.
この2人の決闘のシーンです。大変、こう重量感 Cette scène de duel entre ces deux samouraïs est très 例え réaliste, ば刀の重さ car on sent bien le poids du が katana 非 dans 常に leurs mains. 感じられるリアルなシーンだと思います。やはり刀の操作とい Il う faut の en は effet savoir que le maniement de ce sabre mobilise tout le corps, 相手の攻 que 撃 l'on を soit か en わす position あ d'attaque るいは ou de défense. 相手が切りつけたりついたりするのをかわ Le す secret est d'arriver à esquiver l'attaque de そのような l'adversaire 力 en の se servant de sa 方向 force という physique, ことが大 mais 切で aussi あって et surtout 相手が切りか de け sa て force きた spirituelle. 刀を直角に受けると Il faut éviter de recevoir les coups de façon frontale, car le choc pourrait casser la lame du katana. ことがあるわけです。それを実践を Le samouraï en kimono noir, qui a de l'expérience, le sait parfaitement. 武士はよく知っているわけです。Nous sommes à Seki, un village de forgerons qui remonte à l'époque de Kamakura, du nom de la ville où s'établirent les premiers shoguns. Depuis des générations, on fabrique ici les lames pour les armes les plus nobles, notamment le katana, le sabre du samouraï, symbole de sa puissance et même de son âme. La fabrication du katana est un art véritable. C'est même un rituel au caractère sacré qui ne peut être pratiqué qu'à l'intérieur d'un temple. À Seki, ce rituel est réservé à quelques élites, dont Katsuo Kato. Dans l'atelier, lui seul connaît les secrets de fabrication du katana. Comme les quelques autres maîtres de forge de Seki, ce sont ses ancêtres qui lui ont transmis le savoir. 3 apprentis triés sur le volet l'aident dans sa tâche. La matière première du katana est cette poudre de fer. On la verse petit à petit dans le four chaud par une sorte de petite cheminée carrée. Cette poudre de fer fond et s'amalgame. Ça donne un bloc qu'on appelle kera. Du kera, on extrait le tamagane. Le tamagane est la matière brute du katana. À son tour, le tamagane est fondu et pendant ce processus, il se charge en carbone. La quantité de carbone est déterminante. La partie qui contient le plus de carbone servira de matière dure. Le procédé est long et minutieux. L'artisan s'efforce au préalable d'aplatir le métal. Il le fait chauffer et le trempe dans l'eau à de multiples reprises jusqu'à obtenir différents segments. Les morceaux sont ensuite classés en fonction de leur teneur en carbone, donc de leur qualité. On chauffe à nouveau, on étire le morceau, puis on le coupe et on le plie en deux. L'opération est répétée encore et encore, jusqu'à 15 fois pour chaque morceau. Par la suite, on obtient un bloc de fer qui se divise en plusieurs parties. Il est constitué d'une couche intermédiaire et de 2 couches latérales. Chacune de ces parties a une dureté différente. On utilise la partie dure de la couche intermédiaire pour faire la partie coupante du sabre. Dans chaque bloc, on utilise chaque partie. On la chauffe, puis on allonge en tapant. À la fin, on obtient ça. Chaque année, avec l'aide de ses apprentis, Katsuo Kato fabrique un nombre limité de pièces.
24 katanas seulement sortent de son atelier et il faut 20 jours pour forger chaque arme, car aujourd'hui encore au Japon, le katana est une arme sacrée. Ma famille est une famille de forgerons. Je suis la 25e génération. Nous remontons à l'époque Muromachi. On fait le feu dans le four. On ne mesure pas la température. C'est l'observation de la flamme qui nous indique à quel moment battre le fer. Les flammes sont les mêmes qu'autrefois, et je sens dans le feu la perpétuation du savoir-faire. Pour nous, dans la flamme, il y a la transmission de la tradition et aussi une manifestation divine. Le katana était le symbole de la vaillance et de la loyauté du samouraï. Il était l'objet d'un véritable culte. Le guerrier qui perdait son sabre ou dont la lame se cassait perdait son honneur. Durant les 700 ans de règne des shoguns à Kamakura puis à Kyoto, les daimyo, seigneurs féodaux, accompagnés de leurs samouraïs, avaient le devoir de se rendre régulièrement auprès du souverain. Ces voyages imposés permettaient au shogun de maintenir son emprise. Au cours de leur périple, ils avaient coutume de faire halte chez des seigneurs amis ou plus souvent dans des auberges. Le village de Nakasendo était situé sur l'un des chemins stratégiques menant à la cour du shogun. Ces 42 auberges sont aujourd'hui précieusement conservées comme un témoignage de l'histoire. Il faut dire que des tractations importantes avaient lieu au cours de ces haltes. Des informations circulaient, des marchandises aussi, et les auberges apparaissaient dans le Japon féodal comme de véritables plaques tournantes. C'est d'ailleurs ce que montrent les recherches d'Hiroshi Ogasawara, docteur en histoire médiévale. Il nous invite à le suivre dans une de ces auberges dont l'accès était strictement réservé aux samouraïs. Selon l'importance de leur fief, les daimyo pouvaient être accompagnés d'une escorte. Cette escorte pouvait aller jusqu'à une trentaine de personnes, voire plus. Lorsqu'ils arrivaient, les villageois venaient à leur rencontre pour les aider à porter les bagages et s'occuper des chevaux. Cet endroit s'appelle un onjin. Lorsque les seigneurs faisaient halte dans cette demeure, ils festoyaient et les gens du village venaient les servir. Il y avait beaucoup de femmes qui servaient les voyageurs dans ce onjin. C'était un endroit réservé aux privilégiés. Il y avait beaucoup de demeures comme celle-ci. Dans ces relais, on faisait principalement attention à deux choses, les allées et venues des femmes et la circulation des fusils. En effet, c'était l'époque des guerres entre seigneurs pour la possession des terres. Et dans ces auberges, on voyait les femmes d'un mauvais œil, car elles servaient souvent d'informatrices. Quant aux fusils, ils faisaient leur apparition comme instruments de guerre efficaces. En conséquence, on surveillait de près les mouvements des uns et des autres. Le samouraï était essentiellement un homme d'action, mais son quotidien était marqué par certains rituels immuables, comme la cérémonie du thé. Elle est pratiquée dans les milieux cultivés japonais dès le XIIIe siècle et s'avère indissociable de la calligraphie et de l'arrangement floral que l'on pratique dans le calme et la concentration. La cérémonie du thé revêt une signification philosophique et sociale sous-tendue par l'inspiration zen. On retrouve les 4 principes fondamentaux du zen dans son déroulement: l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. Le comportement autant que la pensée visent au dépouillement et à la conscience des actes les plus simples de la vie,
La voie du thé, ou sado, recèle la quintessence même de l'âme japonaise. C'est dire l'importance de cette tradition réservée à des initiés. Chaque chose, chaque geste dans sa sobriété reflète la fragilité des choses ici-bas. Chacune doit donc être choisie avec soin, en fonction de l'esthétique. Les objets utilisés, le bol à thé, la boîte à poudre de thé, le fouet en bambou, la cuillère en bambou sont des objets d'art. Les gestes de la préparation obéissent à une discipline particulière et codifiée, et le comportement des invités est strictement défini. Ce cérémonial exige des années de pratique. Le pavillon de thé est une pièce petite, conçue avec des matériaux dont la simplicité évoque le dépouillement. Il règne une véritable harmonie entre tous les éléments décoratifs. Les gestes et les paroles sont sobres, modérés, concis. Cette cérémonie était très prisée par les samouraïs, dont la vie était imprégnée d'un profond sens du dépouillement. Elle correspondait à leur mœurs frugales. Ils la considéraient comme un art majeur qui ne se limitait pas au plan esthétique, mais instaurait une voie spirituelle. Le shogun lui-même se livrait à ce rituel en compagnie des membres de sa cour pour deviser de philosophie et de religion et inspirer artistes et poètes. L'autre fondement essentiel de la culture des samouraïs puisait sa source dans la tradition martiale. Les luttes nombreuses et sanglantes ont favorisé l'éclosion d'un nombre impressionnant de techniques de combat individuelles. Avant l'époque de Edo, on apprenait le maniement des armes dans le but de combattre un adversaire. Après cette période, et jusqu'à nos jours, le budo est surtout devenu un instrument d'éducation. Ainsi, de l'époque de Edo à maintenant, budo et éducation ont été étroitement liés pour ne faire plus qu'un. Autrement dit, les arts martiaux ont servi de cadre pédagogique pour modeler, pour former des citoyens modèles. L'iaido, la voie du sabre, a été créé au Japon au 8e siècle. C'est un héritage qui imprègne la culture des Japonais comme une force intérieure inscrite jusque dans leurs gènes. On en a enseigné diverses formes jusqu'au XVIe siècle dans de nombreuses écoles, et à partir du XVIIe, elle s'est imprégnée de la philosophie zen. C'est à cette époque que la voie du sabre a été réservée exclusivement aux samouraïs. L'iaido n'a pas pour objectif de terrasser l'adversaire. La technique cède la place à une voie spirituelle. C'est ce qu'enseigne Tadashi Fujita, vice-président de la fédération d'Iaido à Tokyo.
Toute la difficulté de l'iaido consiste à se placer sous la lame de l'adversaire, mais sans lui porter de coups ni en recevoir de lui, évidemment. En effet, si on porte un coup ou si on en reçoit un, on est perdant dans les deux cas. Nous avons une expression qui dit « rengainer le sabre ». Quand quelqu'un rengaine son sabre, cela signifie qu'il déclare forfait, qu'il abandonne. De nos jours, il n'y a plus de combat au sabre. Pourtant, on utilise cette expression pour dire qu'on a gagné le duel. Dans le kendo, on a un adversaire réel en face de soi et un seul. Dans l'iaido, en revanche, on a plusieurs adversaires de tous les côtés et ils sont imaginaires. Par exemple, quand on a deux adversaires, un devant et un derrière, c'est par la concentration et le sixième sens qu'on peut combattre le premier et laisser le deuxième en attente. Pour affronter l'ennemi de derrière, il faut d'abord anéantir celui que l'on a devant soi, sans perdre de vue le but de vaincre celui de derrière. C'est le même principe pour les adversaires qui seraient sur la gauche et sur la droite. Gérer le maximum d'adversaires par l'esprit et les vaincre tous, tel est le but de cette discipline. À l'origine, le dojo était consacré à des rites bouddhiques. C'est devenu au fil du temps le temple où l'on étudie la voie, c'est-à-dire l'accomplissement de l'harmonie universelle. Au Japon, c'est le lieu où l'on perpétue l'esprit zen des samouraïs. Aujourd'hui encore, les sports de combat sont des écoles de sagesse, un art de vivre à part entière. Leurs principes régissent la vie de ceux qui s'y livrent. Le kendo est l'art du katana. C'est un art spectaculaire qui se pratique avec des sabres de bambou ou de cuir que l'on manie des deux mains. Comme les karatékas, les kendokas pratiquent le kiai, hurlant le nom de la partie du corps de l'adversaire qu'ils visent. Le kendo peut être dangereux. C'est pourquoi les pratiquants se parent de véritables armures. Cet art martial a été exporté avec succès dans le monde entier. Il a même été source d'inspiration pour des créateurs de tous ordres. George Lucas, par exemple, le réalisateur de La Guerre des Étoiles, avoue s'être servi du look des kendokas pour le personnage de Darth Vader, celui qui représente le côté maléfique de la Force. Au même titre que l'art martial, le jardin japonais est destiné à inspirer la sérénité. C'est un lieu de contemplation et de méditation. Sous l'influence du bouddhisme zen, il devient à l'orée des temples un jardin sec où les cascades sont des rochers bleutés, l'onde et les vagues, du sable et du gravier. Le tir à l'arc, ou kyojutsu, était l'une des composantes essentielles de l'art du combat cultivé par les samouraïs. Mais le tir lui-même n'était que l'aboutissement d'une longue préparation intérieure de l'archer qui devait purifier son esprit. Tous les pratiquants d'arts martiaux, comme cet adepte du tir à l'arc, s'initient, pour exercer leur art, à des techniques de respiration, de méditation
et de concentration. Au Japon, la reconnaissance du tir à l'arc en tant qu'art est postérieure à l'époque de Nara. Le kyujutsu, qui est à l'origine du kyudo, avait intégré de nombreux éléments de la philosophie chinoise. Le kyujutsu présente deux caractéristiques fondamentales. Tout d'abord, un caractère rituel, un cérémonial qui était pratiqué par la haute société. D'autre part, une technique de tir sur une cible. Cette technique de tir sur une cible s'est systématisée à partir du XVe siècle, voire après le milieu du XVIe siècle. On ne sait plus très bien. Le kyujutsu était pratiqué comme cérémonie à la cour impériale, aux époques de Nara, de Heian et de Kamakura. Aujourd'hui, ce sont les étudiants qui pratiquent le plus cet art. Kohei Irie a enseigné le kyudo une grande partie de sa vie. Il ne considère pas le tir à l'arc comme un véritable exercice physique, mais plutôt comme une discipline mentale qui oblige à une grande concentration et à une parfaite maîtrise de sa respiration. En période d'examen, c'est également un exutoire pour tous les étudiants qui s'adonnent à cette pratique. À partir de Kamakura, au XIIe siècle, les guerriers ont associé l'art de l'archer à celui du cavalier. Le kisha, le chevalier archer, est alors apparu. Aujourd'hui, seule une élite pratique encore cette discipline qu'on appelle le yabusame. Les cavaliers doivent galoper sur une piste longue de plus de 200 mètres et atteindre 3 cibles distinctes. Le kisha doit allier l'excellence du cavalier à celle du tireur. Dans ce pays surpeuplé où la place est rare, seule une caste très riche peut s'offrir le luxe de monter à cheval. Pratiquer le yabusame est un privilège. Aujourd'hui, le yabusame est couramment pratiqué lors de grandes cérémonies shintoïstes où la paix et la prospérité sont célébrées. La fête s'ouvre par une procession solennelle précédée par un prêtre sur un cheval blanc, symbole de pureté. Suivent les pratiquants vêtus d'une tenue traditionnelle à la façon des samouraïs. Les kishas sont très populaires au Japon, où l'on n'a de cesse d'admirer leur adresse et de voir en eux les descendants de la caste mythique des samouraïs. Dans les veines de certains d'entre eux coule le sang des grandes familles de guerriers. Yetaka Kaneko, qui enseigne le yabusame, est l'un d'eux. D'après les textes anciens et la tradition orale, la distance sur laquelle devaient galoper les yabusame était comprise entre 217 et 250 mètres. Autrefois, on utilisait la longueur d'un arc comme unité de mesure. Ainsi, entre deux cibles, il devait y avoir quelque chose comme 35 à 36 arcs. Cela représente une distance d'environ 60 mètres. D'autre part, entre le cheval et la cible, il devait y avoir entre 3 et 5 arcs, ce qui donne une distance de 6 à 10 mètres.
C'est comme ça depuis toujours. Grâce à sa réputation de maître de Yabusame et ses connaissances sur l'histoire des samouraïs, Hidetaka Kaneko a souvent été sollicité par le cinéma japonais. Les plus grands réalisateurs ont fait appel à lui, comme Kurosawa, qui lui a offert ce storyboard des 7 samouraïs. J'ai participé à différents films de Kurosawa, dont Les 7 samouraïs, Le château de l'araignée et La forteresse cachée. Voici l'acteur Toshiro Mifune. Après le tournage du film Les 7 samouraïs, Mifune est devenu mon élève. Il voulait apprendre à monter à cheval. Il a beaucoup pratiqué l'entraînement équestre à Gotenba, au pied du mont Fuji. À cette époque, il y avait beaucoup de figurants qui savaient déjà bien monter à cheval. Mais le problème, c'était que certains montaient avec une selle occidentale, qui, même s'ils savaient bien monter, ne rendait pas la même chose qu'une selle japonaise. C'est pour cette raison que M. Kurosawa avait beaucoup de difficultés à tourner les scènes de combat à cheval. En effet, ceux qui montaient avec une selle japonaise avançaient sans problème et ensemble. Mais ceux qui montaient avec une selle occidentale, et c'étaient les plus nombreux, avaient un mouvement différent, presque instable, dès qu'ils devaient porter l'armure. Ces différences d'allure posaient un vrai problème à M. Kurosawa. Lorsque mon père a pris la succession de la direction de l'école Takeda, il a hérité de nombreux documents et d'objets anciens. À cette occasion, il a décidé de créer ce musée en 1965. Lorsqu'un de mes ancêtres a offert des terres à l'empereur, celui-ci lui a offert cette armure en remerciement. Là, l'empereur a écrit son nom. C'est sa signature ici. Ogimashi. Il s'agit de l'empereur Ogimashi. Ça s'appelle un umayoroi. C'est une armure de cavalier faite en peau. Au moment de la conquête du Kyushu, sous l'empereur Hideyoshi, les samouraïs qui servaient les seigneurs locaux étaient très pauvres. Ils n'avaient vraiment pas de moyens. En face, les troupes impériales étaient vêtues d'apparat. Elles portaient notamment ces armures pour les impressionner, car ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Ça s'appelle un bamen. C'est un masque brillant qui représente une tête de cheval. On la mettait aux montures pour leur donner l'air de fantôme. Tous les moyens étaient bons pour effrayer l'ennemi. C'est à partir du XIe siècle que les guerriers ont porté la grande armure, dite oyoroi, faite de longues plaques de fer articulées doublées de cuir. Le traditionnel casque haut à cornes, appelé oshi kabuto, tout comme l'armure en peau d'ours que l'on voit ici, montre l'importance qu'accordaient les samouraïs à leur apparence. Ils portaient des masques pour se protéger, mais aussi pour effrayer leurs adversaires. Le combat avait une dimension psychologique plutôt que stratégique, et l'impression faite à l'ennemi était déterminante. Les guerriers s'attachaient donc à avoir l'allure la plus terrifiante qui soit. Les samouraïs avaient coutume de se maquiller et de se parfumer. C'était leur façon de se parer pour la mort qu'ils affrontaient à chaque combat. Le but de leur vie était de servir leur maître, et cet idéal était renforcé par un code d'honneur. Ainsi, le Bushido envisageait la mort volontaire. Tout samouraï qui avait failli,
ôtait son armure, tombait à genoux et devait s'ouvrir le ventre. Cette cérémonie appelée seppuku ou harakiri était une façon dans le Japon ancien de mourir en héros. Aujourd'hui, ils sont des centaines, voire des milliers, à tenter de ressentir ce souffle héroïque. Pour cela, ils revêtent les armures de leurs ancêtres. Malgré les apparences, elles sont faites pour être enfilées rapidement et ne pèsent pas plus d'une dizaine de kilos. Différentes parties métalliques s'adaptent à chaque partie du corps. Ces plaques sont maintenues entre elles par des lacets de couleur, signe de l'appartenance à tel ou tel clan. Les armures souples permettaient une grande liberté de mouvement. Leur aspect et leur matière ont évolué en fonction des types de combats. Lutte d'archers, duel au sabre, corps à corps ou affrontement à l'arme à feu. Le samouraï portait 2 sabres à la ceinture. Le katana, le sabre long, et le wakizashi, le sabre court. Ces fanatiques d'histoire ancienne se rassemblent une fois par an à Soma, sur l'île d'Honshu. Ils connaissent par cœur les techniques de combat transmises de génération en génération et destinées à neutraliser l'adversaire. Il faut briser son rythme, le dérouter, s'allier le soleil qui doit toujours être derrière soi ou à sa droite. Tous les participants sont censés incarner les valeurs de leur héros, un sens aigu et vrai de ce qu'est le courage, l'esprit d'audace et la maîtrise de soi. Si le samouraï s'apparente aujourd'hui à une figure sacrée au Japon, il a lui-même puisé dans différentes religions les principes susceptibles de l'aider à fortifier son âme. Du bouddhisme, il a tiré la confiance dans son destin et l'acceptation de la mort. Du shintoïsme, il a pris les vertus viriles de loyauté et de bravoure indispensables à l'heure du combat. Aujourd'hui, les participants ne sont pas là pour se battre. Ils se rassemblent sur un ancien champ de bataille pour une course. Les bannières qui flottent au vent rappellent l'affiliation de ces hommes liges, c'est-à-dire de ces hommes dévoués corps et âme à leur maître. C'est quasiment en transe que les cavaliers s'adonnent à la course et retrouvent le sens du défi que cultivaient leurs ancêtres. L'issue de ce combat-là n'est pas meurtrière. La victoire n'a pas de sens en soi. Ce qui compte, c'est de faire revivre l'esprit. Dans le Japon contemporain, urbanisé et modernisé à outrance, les valeurs chevaleresques ne rencontrent pas un grand écho auprès des jeunes générations.
日本人として期待される Dans le Japon d'aujourd'hui, on utilise surtout les arts martiaux pour former le japonais idéal. Par rapport aux autres sports venus d'Occident, les arts martiaux obéissent à une philosophie très différente. Il faut reconnaître que le Budo n'est pas une pratique très amusante. Par exemple, si vous prenez les enfants, la discipline qui l'accompagne représente quelque chose de pénible pour eux. Donc tout naturellement, ils vont être attirés par des sports tels que le football, le basketball ou le baseball, qui offrent une approche plus ludique et plus spectaculaire. Ainsi, les enfants d'aujourd'hui ont tendance à s'éloigner des arts martiaux. Le déclin du Budo est amorcé au Japon, et les arts martiaux ne font plus autant d'adeptes. Dans des disciplines comme le judo ou le karaté, les athlètes consacrés sont le plus souvent d'origine occidentale. C'est pour pallier ce déclin que Tetsundo Tanabe, un homme d'affaires très en vue, a décidé d'innover. Cet homme hors du commun est passionné par l'histoire de son pays. Il consacre sa fortune personnelle à inventorier et racheter les œuvres d'art pillées jadis et à les rapatrier au Japon. Pour entretenir chez ses concitoyens la flamme de la culture nippone qui passe par la tradition martiale, il a décidé de créer une nouvelle discipline. Je m'intéresse aux arts martiaux depuis toujours. Le dojo où je suis entré à l'époque pratiquait des arts martiaux anciens qui datent de l'ère Meiji, comme le kendo, le tir à l'arc ou le javelot. On y enseignait beaucoup de disciplines différentes. J'y ai même pratiqué plusieurs types d'iaido. J'ai aussi manié un vrai sabre de combat, comme celui-ci. Comme je trouvais les arts martiaux vraiment formidables, je me suis demandé comment je pouvais contribuer à la diffusion de cet aspect de la culture traditionnelle japonaise à travers le monde. C'est comme ça que j'en suis arrivé à inventer le Chambara. Le Chambara est un simulacre de combat qui se pratique en toute sécurité. Il y a 3 avantages à ce concept. Il est sûr pour les personnes de tous âges, il est pacifique pour tous, et enfin, il se pratique sans contrainte. On gonfle ce sabre pneumatique en caoutchouc. Il se plie quand on donne un coup, et donc il n'est pas dangereux. Et en plus, il fait un bruit extraordinaire. C'est ça le Chambara, un sport pour le monde entier. Notre slogan, le Chambara, c'est le sport des samouraïs. Voilà, on referme le capuchon, comme ceci. Et voilà, vous avez un katana. Quand on frappe, il se plie. C'est absolument sûr. Bien qu'il soit tout récent, ce nouveau sport a pris un essor fulgurant. Les enfants notamment sont les pratiquants les plus enthousiastes. Le Chambara est avant tout une activité ludique qui leur permet de se défouler sans avoir à connaître et respecter une multitude de règles austères. Ils peuvent pratiquer dès les premiers cours. On leur épargne les débuts ingrats que l'on retrouve à l'apprentissage de beaucoup d'arts martiaux. Pour les enfants, la tenue est libre, ou presque, car des protections sont nécessaires. Comme souvent sur le tatami,
adultes et enfants de niveaux différents s'entraînent de concert. Les pratiquants les plus expérimentés utilisent les 2 sabres dans la plus pure tradition des combats de samouraï. La notion de jeu est dominante. Le dojo où se pratique le chambara diffère des dojos traditionnels où règne le silence et une atmosphère propice à la concentration. Des notions très austères pour un enfant. C'est sur ce constat, à la fois réaliste et moderne, que s'est fondé Tetsundo Tanabe en créant le chambara, au risque d'être pris à son propre piège. Les enfants sont naturels. C'est bien de les voir s'amuser comme ça les défoule. C'est peut-être par le biais du chambara que cet enfant retrouvera un jour les traditions martiales. Il ira alors puiser sa force dans des racines qui remontent au Japon ancien, à la rencontre de guerriers d'un autre temps. Des hommes liges qui cherchaient à travers le combat la voie de la sagesse et pratiquaient un art de vivre et de mourir dans l'honneur. Des hommes dont le port noble et le regard disaient à eux seuls leurs conditions de samouraï.